Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast animé et maintenu par Adil. Alors une fois n'est pas coutume, ce podcast sera diffusé en deux parties, d'une part, et de l'autre, il sera libéré ce week-end, ce vendredi soir 11 octobre, et puis au courant de la journée du dimanche. Actualité oblige, bien sûr, puisqu'il y a, il y a d'une part l'intervention turque en Syrie et les suites de l'attaque de la préfecture de Paris. C'est ce qui me pousse à dire que le monde appartient aux violents, dans le cas d'Erdogan, qui va attaquer la Syrie, qui attaque la Syrie en toute impunité. Et le monde appartient aux crétins, puisque les réactions politiques cette semaine me font croire que les terroristes, donc les crétins, sont en train de remporter la partie, ou du moins une victoire tactique, sans faire un gros effort. Alors, commençons par les violents. Erdogan en Syrie. Est-ce que Erdogan est un violent? Évidemment. Il n'y a qu'à voir la répression qui a suivi le coup d'État de 2016, le coup d'État manqué de 2016. Je ne sais plus combien de milliers de magistrats, de professeurs, d'instituteurs, de policiers et autres fonctionnaires en prison. Il est violent aussi par la doctrine, l'idéologie de son parti, le PJD, Parti de la justice et du développement, je crois, qui est une doctrine issue des frères musulmans. Ils ne sont pas entièrement dans la lignée des frères musulmans classiques, on va dire, à l'égyptienne, mais ils sont habités par cette violence sociale et sociétale qui exige la conformité et la monotonie. Ils veulent un corps social, une société sans chrétiens, sans alaouites, sans alévites, sans minorité en fait. Ils veulent une société sans minorité. Et puis s'il y a des minorités qui restent, elles doivent être soumises et surtout indolores et silencieuses. Voilà, donc il faut demander leur avis aux chrétiens de Turquie, aux chiites et autres minorités, et même aux athées et à toutes les autres minorités, notamment les homosexuels. Donc c'est une violence sociale et sociétale, on n'a pas besoin de torturer les gens pour les soumettre à une violence. Alors est-ce que c'est mauvais? Est-ce que la violence est mauvaise? Non. Non. L'injustice est mauvaise, elle est discutable, mais la violence, elle n'est pas mauvaise. Il faut lire ou relire Machiavel. C'est le genre de livre qu'il faut lire et relire, parce que dans la vie, on mûrit, on change, on évolue, et souvent on comprend mieux quand on relit Machiavel après 30 ans, 40 ans. On est éclairé par l'expérience. Machiavel, il dit, c'est connu de tous, il vaut mieux être craint qu'aimé. Donc, le prince a souvent besoin de la violence pour non seulement pour faire peur à ses ennemis, mais aussi pour impressionner la majorité silencieuse. Et la violence, évidemment, est l'essence de la politique. Il n'y a pas de politique sans violence, comme il n'y a pas de pouvoir sans oppression. D'ailleurs, notre pouvoir à nous, le pouvoir progressiste qui contrôle la France et une partie de l'Europe occidentale, est un pouvoir qui exerce une oppression, une violence. Alors là aussi, on n'a pas besoin de la peine de mort pour être violent. Il suffit de casser la gueule aux gilets jaunes ou de condamner plusieurs dissidents, plusieurs opposants, plusieurs voix dissidentes. On n'a pas besoin d'être sulfureux pour être condamné à la mort sociale. Demander leur opinion aux professeurs de droite ou de centre droit qui sont dans la faculté française, dans les universités, ils sont condamnés au silence ou à la marginalité. Ça, c'est une violence. Quand on oblige quelqu'un à garder le silence alors qu'il veut juste participer de la pluralité démocratique. Donc, la violence, elle n'est pas mauvaise. La violence, elle est même... on ne peut pas dire que... C'est comme si on disait que l'eau ou le feu sont mauvais, ou le vent sont mauvais. Non. C'est une matière première, c'est une denrée qui est disponible sur Terre. On ne peut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, comme le soleil. C'est pas les catégories du bon ou du mauvais qu'il faut appliquer sur la violence, c'est autre chose, c'est la catégorie du politique. Et je lis souvent, notamment sur les réseaux sociaux, avec les gens qui discutent, que les peuples cherchent la liberté et que Erdogan va s'arrêter, il va être battu au final parce qu'il est contre la liberté et l'émancipation des peuples, notamment le peuple kurde, mais aussi l'émancipation du peuple turc. Et j'ai envie de répondre que les peuples cherchent tout en même temps, tout et n'importe quoi parfois. Et d'ailleurs, nous, êtres humains, en tant qu'individus, sommes contradictoires et nous cherchons souvent, nous poursuivons plusieurs buts dans la vie en même temps. Nous aimons à la fois la liberté, mais aussi parfois nous aimons le ressentiment. Nous avons combien de votes, combien d'élections ont été décidées par le ressentiment anti-bourgeois.
ou le ressentiment anti, je sais pas moi, anti-espagnol en Espagne, en Catalogne. Les gens qui votent pour Erdogan ne sont pas tous contre la liberté. Souvent, si vous parlez avec eux, hein, prenez un café, ils vous diront qu'ils sont pour la liberté et pour la démocratie. J'en doute pas. Mais ils ont un ressentiment contre les bourgeois turcs, contre les camélistes turcs. Et il faut voir ça pour voir pourquoi ils votent pour Erdogan de manière aussi forte. Au Maroc, un pays que je connais un peu, le PJD, le parti islamiste qui est au pouvoir, enfin qui contrôle le gouvernement, l'essentiel de son vote, c'est pas un vote forcément islamiste, c'est souvent un vote anti-bourgeois, anti-élite, un vote de rejet et aussi un vote anti-langue française. La plupart des gens enfin le socle électoral du PJD a été fait par des gens qui ne parlent pas le français. Et au Maroc, ne pas parler français, c'est une exclusion sociale, puisque l'économie formelle, l'économie qui distribue les bons salaires, l'économie connectée à la globalisation, cette économie-là, elle parle le français. Et elle parle le français sans accent. Donc, vous imaginez dans un pays arabophone et berbérophone, il s'agit bien d'une discrimination. Et les gens qui votent PJD, enfin le socle, je ne dis pas des gens qui sont déjà acquis la cause islamiste, mais le socle PJD dans le peuple, le petit peuple et la petite bourgeoisie, c'est un socle qui est habité par ce ressentiment. Et c'est pas des gens forcément qui veulent le retour à l'âge de pierre, loin de là. Tout ça pour dire que la violence, on ne peut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise comme ça. Elle fait partie. C'est un combustible de la politique. Le ressentiment, il est habité par la violence. C'est une gifle qu'on donne à l'élite en votant pour le parti qui se dit contraire aux intérêts de l'élite, aux intérêts des Marocains qui parlent le français, aux intérêts des élites francophones et autres. Et je pense qu'on peut lire plusieurs élections dans le monde, plusieurs mêmes révolutions, sous ce but-là. Même les gens qui ont chassé le Shah d'Iran, ils ne voulaient pas forcément Khomeini, qui est un dictateur, un tyran. Mais ils avaient un ressentiment, il faut contre qui? Contre le Shah, contre une certaine élite, contre l'armée. C'est à étudier. Bon, donc la violence de M. Erdogan, elle a un caractère colonial, ou néocolonial, appelez ça comme vous voulez, puisque il viole la souveraineté de la Syrie, qui est quand même un État représenté à l'ONU. Hein. La Syrie, c'est pas le Kurdistan, c'est pas un État qui est en discussion, voilà. Non, c'est un État qui est représenté à l'ONU. Donc normalement, ses frontières sont sanctuarisées. Et il veut installer effectivement un sanctuaire, une zone tampon. Alors, c'est le fait du prince. Hein. Chaque jour, il change d'avis. Une fois, c'est 10 km, 100 km. Je crois qu'il veut 100 km de profondeur dans le territoire syrien pour 100 km libre de combattants kurdes, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas la première fois qu'il fait ça, hein, parce que déjà, l'armée turque, elle a sanctuarisé le mausolée, je crois, d'un des fondateurs de la dynastie des Ottomans, de l'Empire ottoman, qui se trouve par hasard, enfin par le hasard de l'histoire, qui se trouve en territoire syrien. Donc il y a des soldats, il y a une zone, là, une zone, un no man's land. Au cœur même du territoire, il n'y a pas de continuité territoriale avec la Turquie, il est vraiment, on dirait, une espèce de trou là, au nord de la Syrie, et où les Turcs interviennent de temps en temps. Alors si la mémoire me revient, je crois qu'ils ont transféré ce mausolée vers la Turquie vers les années 2014-2015. Mais bon, j'ai pas vérifié ce fait-là avant avant de préparer ce podcast, mais il n'empêche, les incursions turques, que ce soit sous Erdogan ou autre, elles sont pas une nouveauté au nord de la Syrie. C'est d'ailleurs ce scandale fait suite à une longue série de scandales qui ont commencé dès la fin de l'ère ottomane, puisque les Ottomans ont été chassés de Syrie, les Français ont repris le flambeau avec le mandat, et tout de suite a commencé la question de la délimitation de la frontière entre la Turquie et la Syrie, dont des zones qui portent des noms étonnamment familiers, hein, Alexandrette, Alep, Afrin. Tous ceux qui suivent l'actualité de la région ont dû entendre parler de ces noms. Et il y a une série d'accords entre la France et la Turquie kémaliste. En 21, il y a eu l'accord de Lausanne en 1923, il y a eu l'accord d'Ankara en 1929, puis il y a eu un autre accord en 1939, et durant ces accords-là, enfin, surtout dans les accords des années 20, 1921, 23 et 29, la France a reculé, elle a abandonné plusieurs de ses exigences, et elle a cédé aux Turcs
qui ont non seulement récupéré ce qu'on appelle le Saint-Jacques d'Alexandrette, c'est une espèce d'enclave sur la côte méditerranéenne, mais surtout ils ont fait reculer, ils ont fait augmenter leur territoire au sud d'une ligne de chemin de fer qui allait vers Bagdad. Donc ce qui fait que la Syrie qui s'est libérée des Ottomans à la fin de disons après les révoltes arabes, elle allait beaucoup plus au nord qu'aujourd'hui. Tout ça pour rassurer les Turcs qui voulaient priver les Syriens de tout avantage stratégique, parce qu'il y a des monts. Normalement, la frontière naturelle entre la Syrie et la Turquie, c'était une zone montagneuse. Donc ça permettait, un peu comme le Golan, disons, ça permettait aux Turcs et aux Syriens voilà, de voir venir le risque. Et autrement, ça aurait été l'ancienne voie romaine. Il y avait une voie romaine dans la région, et l'activisme des Turcs a fait qu'ils ils ont reculé la frontière bien au sud de la zone montagneuse et bien au sud de la voie romaine. Ce qui fait que les Syriens sont en droit de réclamer une extension de leur territoire. Enfin, là, ça fait longtemps, ça remonte il y a déjà une centaine d'années. Et l'histoire se répète, ou plutôt les intérêts nationaux se maintiennent, où ils ont une permanence, puisque les Turcs ont toujours envie de, de remettre en cause la souveraineté turque et surtout de prendre tous les prétextes possibles et imaginables pour intervenir au nord de la Syrie et le mettre un peu sous tutelle ou sous protectorat. Déjà à l'époque, dans les années 20, ils disaient aux Français, les Turcs disaient, qui étaient à l'époque des kébalistes et pas des islamistes comme le PJD de Erdogan, déjà à l'époque, ils disaient qu'ils ne voulaient pas des Kurdes dans la région, et ils ont obligé les Français à expulser une centaine de familles kurdes qui étaient, soi-disant, des éléments dangereux. On n'est pas très loin de la rhétorique d'aujourd'hui. Alors, donc, comment nous, francophones ou occidentaux, pouvons-nous parler aux Turcs aujourd'hui, nous qui avons reculé devant qui avons cédé devant leurs arguments dans les années 20. Donc là, ils remettent sur la table les mêmes arguments, qui sont la sécurité nationale, la frontière, les Kurdes et tout. Comment on peut leur dire qu'ils avaient tort dans les années 20 et qu'ils ont tort aujourd'hui? On ne peut pas. Pardon, comment on peut leur dire qu'ils avaient raison dans les années 20 et tort aujourd'hui? Parce que c'est les mêmes arguments. Ensuite, on n'est pas vraiment en bonne position pour parler de souveraineté. Nous-mêmes, avec l'opération Chamal, nous violons la souveraineté syrienne. L'opération Chamal est une opération qui se passe dans le Levant, donc Irak, Syrie, et je peux me tromper, mais je n'ai pas d'informations sur le fait que l'armée française, quand elle fait voler ses avions au-dessus de l'espace aérien syrien, elle demande la clairance. Est-ce qu'elle dépose son plan de vol à Damas? Est-ce qu'elle appelle la tour de contrôle de Damas pour demander de rentrer dans le territoire syrien, dans l'espace aérien syrien? Ça m'étonnerait. Je ne veux pas critiquer l'armée française, j'ai pour elle beaucoup de tendresse, mais je donne juste un exemple. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous violons la souveraineté syrienne. Alors on est un peu mal placé pour en parler. Des Américains d'ailleurs, pareil, les Russes évidemment. Vous me direz peut-être que les Russes ont été invités par les Syriens. Ça se discute au niveau du droit international que je connais mal. Daesh, Nosra, tous les gens que nos amis du Moyen-Orient, les États du Golfe Persique, ou nous-mêmes parfois dans nos déclarations, je dis les Occidentaux, au début de la guerre, tous ces gens-là que nous avons laissés venir en Syrie et que nous avons considérés comme des résistants, ce sont des étrangers. Daesh, Nosra sont des étrangers, en partie des Tchétchènes, des Afghans, des Saoudiens et autres. Et notre passivité, voire notre complicité, ont permis à ces gens-là de violer la souveraineté syrienne. Parce que quand on met une base militaire même quand on est un guerrier, quand on met en place une opération de guerrier dans un pays, c'est une atteinte à sa souveraineté. C'est vieux comme le monde, c'est tout bête, mais depuis 2011, depuis que la crise en Syrie a commencé, la guerre a commencé, toutes les catégories essentielles du droit international, me semble-t-il, ont été bafouées, puisque nous avons été aveuglés par la haine du régime de Bachar al-Assad, et donc nous avons abandonné la souveraineté syrienne. Aujourd'hui, on est en mauvaise posture pour critiquer les Turcs qui font finalement tout ce qu'on a fait nous depuis 2011. Alors, ce qui m'a choqué, moi, ce qui m'a vraiment décidé à faire cette vidéo, c'est pas Erdogan, c'est pas Erdogan ni la Syrie, parce que le Moyen-Orient ce n'est pas la première fois que le Moyen-Orient nous désole ou nous sidère.
c'est plutôt ce qui m'a vraiment décidé, c'est la menace, hein, c'est le ton de menace utilisé par M. Erdogan pour parler aux leaders européens en les menaçant de les submerger avec plus de 3 millions d'immigrants. Enfin, moi j'ai d'immigrés, la bien-pensance dit migrants, donc un peu de choisir, moi je préfère dire immigrés. C'est quand même la première fois qu'un membre de l'OTAN parle comme ça à un autre membre de l'OTAN, aux autres pays membres de l'OTAN qui font partie de l'Union Européenne, donc notamment l'Allemagne, la France. C'est même la première fois qu'un dirigeant turc parle comme ça à l'Europe. Je pense que même Trump n'ose pas parler comme ça à l'Europe, hein, avoir un langage comme ça aussi menaçant. Et je me dis, ça m'a fait penser à Greta, qui il y a je sais pas, 3 semaines ou 4 semaines, à l'ONU, aux États-Unis, à New York, elle tenait à peu près le même discours comme ça à l'Union Européenne. Et là, pour le coup, nos chers maîtres progressistes avaient la tête baissée et applaudissaient. Finalement, elle a dit la même chose qu'Erdogan. Enfin, la teneur est la même, elle les a engueulés. Voilà, elle a engueulé vertement les leaders du monde libre, comme on disait avant. Et bon, elle les a pas menacés de les envahir parce qu'elle n'a pas d'armée, mais elle leur a dit, elle leur a dit que l'apocalypse les attendait et qu'ils l'avaient déçu, et que les jeunes ne s'arrêteront pas et qu'il ne faut pas qu'ils sous-estiment les jeunes parce que les jeunes ont bien compris que les politiciens ne valaient pas un centime. Bon, finalement, moi je me mets dans la peau d'Erdogan. Quand vous voyez qu'un type, un président d'une grande nation comme la France ou l'Allemagne, se laisse humilier comme ça par une jeune adolescente, enfin par une jeune étudiante collégienne suédoise, bah, ça fait pousser des ailes. On se dit, moi je suis membre de l'OTAN, j'ai une grande armée, effectivement je tiens l'Europe par la barbichette de l'immigration, là, parce que je peux effectivement ouvrir mes frontières, alors pourquoi me priver? Ça fait penser aussi qu'effectivement notre ami Erdogan, il nous tient par la barbichette, puisque il a des missiles, il a les clés il a des missiles, il fait partie de l'OTAN, il a les clés des camps de réfugiés, mais il a aussi le contrôle de la diaspora turque en Europe, qui est très importante, et qui vote PJD, qui vote Erdogan. Donc là, c'est un autre champ de débat et de réflexion. Ce sont les diasporas des pays du Sud, notamment des pays, enfin disons-le, des pays arabes et musulmans. Ces diasporas-là, elles sont beaucoup plus conservatrices ou beaucoup plus islamisées ou réislamisées que l'électorat même des pays d'origine. Hein. Dans le cas du Maroc, je pense que je ne dirais pas une bêtise si je le dis. Et dans le cas de la Tunisie, on a vu récemment, Ennahda, le parti islamiste, a reçu plus de votes, relativement en proportion, elle a reçu plus de votes chez les Tunisiens de France que chez les Tunisiens de Tunisie. C'est dire. Et donc cette diaspora-là, vous ne direz pas que c'est une cinquième colonne, il ne faut pas non plus être trop alarmiste, mais c'est une force de pression, c'est un lobby, et un lobby qui a déjà fait preuve de sa capacité de mobilisation. Donc ça fait réfléchir quand même sur les implications réelles de l'immigration. Voilà. Ce que nous dit notre ami Erdogan, enfin, un des enseignements qu'on pourrait tirer de ces menaces d'Erdogan, c'est que hors de l'Union européenne, hors du monde progressiste, donc de l'axe progressiste, hein, donc ça bouge un peu, mais en gros c'est France, Allemagne, un peu l'Espagne avec Sanchez et autres, hors de ce monde-là progressiste, les gens continuent à faire de la politique, la vieille politique, la vraie politique. Qu'est-ce que fait Erdogan? Il fait de la politique, c'est-à-dire la politique de la force, il montre ses muscles, d'où la menace, ça fait partie de la politique, hein. Il n'y a que nous qui nous interdisons d'appliquer la puissance, et aussi il fait la politique multidimensionnelle, c'est-à-dire il sait qu'il compte sur la diaspora en Europe, il sait qu'il a un pouvoir culturel avec les télévisions turques et les telenovelas turques qui dominent partie des écrans du monde arabe, il sait qu'il a un soft power dans le monde arabe, et même en Europe, chez sa diaspora. Donc il fait de la vraie politique. Les armes, la violence, on va dire matérielle, mais aussi la partie symbolique, culturelle, et la diplomatie de la diaspora. Pour le dire dans des termes auxquels nous sommes habitués, Erdogan manie admirablement le hard power, donc les tanks, ceux qui envahissent la Syrie, et le soft power, tout le reste. Et nous autres, progressistes, même si j'en fais pas partie, mais laissez-moi dire ça de cette manière-là, et nous autres progressistes, eh bien nous faisons que du soft power. Nous faisons du soft power, donc nous faisons
surtout à l'étranger, hein. Nous faisons des déclarations, nous aimons Greta, nous traversons l'Atlantique en voilier, nous refusons de prendre l'avion, nous engueulons les Brésiliens au sud de l'Amazonie, on se réunit avec des jeunes étudiants pour dire, avec des jeunes étudiants pour dire on va arrêter de consommer de la viande, voilà. Enfin, ça, c'est du soft power. Surtout vis-à-vis de l'étranger, hein, vis-à-vis des grandes questions internationales. Par contre, chez nous, on ne s'interdit pas de faire du soft power. On fait encore du hard power, notamment en ébrognant les gilets jaunes. Ça, on le fait encore. Alors que Erdogan, enfin les vrais leaders, les Chinois par exemple, même les Russes, enfin tout le monde, hein, tous les États du monde, à part les États qui sont dominés par les progressistes, ils font tout, ils font le hard et le soft. Eh bien nous, on donne l'impression qu'on fait que du soft, en tout cas à l'étranger. Bon, j'exagère un peu, hein, la France ne fait pas que du soft power, elle fait aussi du hard, elle est dans l'opération Barkhane en Afrique, elle travaille sa cybersécurité, il ne faut pas l'exagérer non plus. Je force un peu le trait. Mais qu'est-ce qui reste? Vous prenez l'année 2019, qu'est-ce qui reste des déclarations de M. Macron, de Mme Merkel par exemple? Que du soft power, que des incantations, du multilatéralisme, que des choses gentilles au niveau du climat, mais on ne voit pas le squelette de l'Europe, on ne voit pas les muscles de l'Europe, on ne voit pas son côté dissuasif. On ne le voit pas ça. Et l'absence de cette dissuasion européenne, l'absence de cette testostérone au niveau de la politique européenne, eh bien, elle est reçue, elle est copiée 5 sur 5 par nos adversaires à l'étranger, notamment Erdogan. Parce que Erdogan, il y a juste 5 ans, il n'aurait pas parlé à l'Europe comme ça. Il n'aurait pas parlé à l'Europe comme ça. Bon, alors, j'aime bien charger la besace, enfin charger mes amis progressistes, mais là, je vais un peu tenter de nuancer. Tout cela se passe dans un Moyen-Orient qui est coutumier du fait, hein. C'est un Moyen-Orient compliqué, comme on dit. Donc, France ou pas, Merkel ou pas, Macron ou pas, Occident ou pas, demain ce sera peut-être la Chine qui va dominer la région, ou je sais pas qui, ou peut-être les Russes, j'en sais rien, ou les Iraniens dans une nouvelle version. Le Moyen-Orient continuera compliqué, pour pas dire autre chose. Parce que c'est une région qui est dominée par la politique du ressentiment et de la haine. Alors j'exagère un peu, mais vous m'avez compris. Le Moyen-Orient, c'est le vivre ensemble au stéroïde, hein, c'est le vivre ensemble au carré. Parce c'est une mosaïque, malgré les épurations ethniques et les nettoyages ethniques horribles qui a eu lieu depuis des siècles. Au Moyen-Orient, on découvre encore qu'il y a encore des Assyriens, des Yazidis, des catholiques, des Arméniens et autres. Des soufis, plusieurs sectes ou tendances du chiisme, voire du sunnisme. Donc ce vivre ensemble-là, il n'est pas seulement, il est habité par le ressentiment et la haine entre les communautés, mais c'est pas seulement un ressentiment qui est basé sur la religion, sur les différences religieuses, ou même tribales. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez différents degrés de réussite économique, culturelle, financière entre les communautés. Et ce gap en termes de réussite qu'on peut mesurer par le PIB par habitant, ou la représentation politique ou autre, ou le nombre d'études dans l'université, ou le nombre de diplômés, ce gap, il est évident, il est immédiatement ressenti par les personnes qui vivent dans ces pays-là. Il alimente le ressentiment, la jalousie, tout simplement, on peut dire avec des termes simples, la jalousie. Et il n'est pas lié à la religion ou à l'appartenance ethnique ou à la couleur de la peau, mais il est lié en réalité à la culture. Les communautés font des choix culturels. Étudier le français par exemple, ou étudier l'anglais, insister sur les études ou pas, privilégier la violence physique ou pas. Et cette culture, ces choix culturels, ces préférences culturelles, elles se superposent sur les lignes ethniques et confessionnelles. Non pas qu'elles se transmettent par l'ADN, je ne le pense pas, euh, mais elles se transmettent par l'endogamie, puisque les gens se marient entre eux, ont tendance à se marier entre eux, alors on a tendance à dire, oui, vous voyez, telle communauté, elle donne plus de mathématiciens ou plus de poètes, ou elle est meilleure en politique ou autre. Mais en fait, c'est pas une question génétique. Ça se passe pas dans le sang. Ça se passe dans les valeurs et dans l'inconscient collectif que l'on transmet dans le cadre de la famille et des relations. Enfin, c'est ce que Bourdieu appelait le capital social, hein.
Quelqu'un, j'ai oublié son nom, parlait même de capital ethnique. C'est pas un capital ethnique qui est capital de l'ADN, c'est un capital ethnique qui est dans le capital, disons, qui se transmet dans les relations de famille, dans le network, dans les valeurs, dans les mentalités qui sont transmises par les parents et l'environnement proche. Comme les gens se marient entre eux, eh bien, ces valeurs se transmettent plutôt, de manière préférentielle, au sein d'une communauté. Donc, vu de loin, même vu de près, c'est-à-dire chez la communauté d'en face, il y a une espèce on tend à essentialiser ces choses-là, alors que ce sont des choix culturels en réalité. Eh bien, donc ce Moyen-Orient est un véritable melting pot de la jalousie, de la haine, de l'hostilité, du ressentiment. Il n'a pas été tout le temps, évidemment, mais là aujourd'hui, en 2019, nous sommes face à un pic, parce que le Moyen-Orient est porté à incandescence. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est pas très joyeux, mais en toute humilité, et je pense qu'il faut être très humble très modeste quand on commente les sujets d'actualité et de politique, parce que la politique, c'est la violence. Hein, c'est les gens qui meurent à cause des idées. Les idées tuent des gens ou les sauvent. D'accord? Les gens qui se tapent dessus au Moyen-Orient, ils le font aussi grâce à des idées. Donc, quand on manipule des idées ou on se permet de les commenter, il faut être très modeste, reconnaître ses limites, faire ses mea culpa, et dire que ce n'est pas parce que moi personnellement, j'ai une hostilité vis-à-vis du pouvoir progressiste, que c'est à cause de lui que les choses se passent mal au Moyen-Orient et que la Turquie envahit la Syrie et qu'il y aura des morts. Non. Notre pouvoir aggrave, les circonstances actuelles aggravent la situation, mais ce n'est pas la France, ce n'est pas Sykes-Picot, ce n'est pas le traité de Sèvres, ce n'est pas le mandat britannique qui font que les Alaouites détestent les sunnites, par exemple. Enfin, je prends un exemple comme ça, ou que les Turcs, ou que les Perses n'aiment pas les Turcs, ou les Perses n'aiment pas les Arabes. La géographie joue son rôle. Hein. Il n'y a qu'à voir le détroit d'Ormuz pour comprendre c'est l'endroit parfait pour des rivalités, ou le ou le canal de Suez, ou la mer Rouge. Vous comprenez bien que ce sont des endroits où il y aura des rivalités de toute façon. Donc, il ne faut pas non plus surdéterminer les choses, même si ça nous fait plaisir de taper sur nos adversaires habituels. Il faut garder le calme, et nous avons la chance pour l'instant d'être loin des péripéties et des convulsions de cette région. Alors, nous avons le droit moral, l'obligation morale de nuancer le propos et de ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Moi, si je ne me modérais pas et si je ne gardais pas une certaine rigueur, je taperais sur Macron et Merkel tout le temps, et ce serait faire hors sujet et hors un contresens terrible. Merci beaucoup, n'hésitez pas à donner un like et à partager cette vidéo, c'est le meilleur moyen de m'aider. A bientôt, à la semaine prochaine.